Bonjour à tous, bonjour Katia Ganti. Bonjour. Je suis Enora Atchadé, membre du comité réanimation de la SFAR et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au sein des locaux de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder avec vous le thème très important du confort des patients en réanimation. Pour expliquer un petit peu le contexte, donc vous êtes comédienne de profession et en 2016, à l'âge de 29 ans, vous avez été hospitalisée en réanimation pour un choc cardiogénique sur une myocardite qui a conduit à vous faire placer sous ECMO véno-artériel pendant 6 jours de manière vigile. Évidemment, cette expérience vous a beaucoup marqué et elle a conduit à l'écriture de votre histoire dans un livre qui s'appelle « Les frottements du cœur ». Merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui nous partager votre expérience qui est très précieuse. On va commencer par une première question. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques minutes votre histoire et puis aussi votre première impression en entrant en réanimation ? Déjà, vous avez fait un très bon résumé, donc j'ai pas besoin de raconter toute l'introduction, c'est bien. Donc en effet, j'ai été hospitalisée directement en réanimation à la suite d'un choc cardiogénique provoqué par une grippe qui a entraîné lui-même une myopéricardite. Ma première impression en réanimation et l'impression qui est restée tout au long de mon séjour, si je dois employer un seul mot, c'est le choc. C'est un choc incroyable d'arriver dans ce service-là. Moi, j'avais jamais mis les pieds dans un hôpital de ma vie. Je savais même pas ce que c'était, la réa. Et c'est un choc très violent avec une sorte de déferlement d'éléments nouveaux qui nous arrivent dans la gueule d'un coup. Et tout est trop. Trop de bruit, trop de lumière, trop de gens, trop d'agitation, trop de questions. Trop de mains qui nous manipulent, qui nous piquent, trop de cathéters, trop de tout. Voilà, c'est ça ma première impression. C'est un peu comme se prendre une avalanche dans la tête, quoi. Voilà. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de votre inconfort pendant votre séjour en réanimation, que ce soit sur le plan de la gestion de la douleur et puis aussi le manque de sommeil, la sensation de soif. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Et puis est-ce que, d'après votre expérience, il y a des choses sur lesquelles on pourrait améliorer le vécu des patients en termes de confort? Alors en effet, la réanimation, c'est le mot inconfort est faible. C'est une somme d'inconfort, c'est un inconfort généralisé. Rien n'est confortable de toute façon dans ce service. On est dans une position déjà de vulnérabilité totale en tant que patient. Le fait d'être allongé, d'être contraint à l'immobilité, d'être pris dans tout un réseau de câbles, de fils. Évidemment, oui, la douleur. La douleur, je distingue plusieurs niveaux de douleur. Il y avait les douleurs, disons, localisées, déjà de la péricardite, de l'épanchement péricardique et aussi du drainage. Ça, c'est des douleurs extrêmement aiguës qui sont assez indescriptibles. Moi, la meilleure description que je peux faire, c'est comme un écartèlement de la poitrine. C'est une douleur vraiment intolérable. Il y avait la douleur aussi causée par l'ECMO au niveau de ma jambe gauche. Ça entraînait évidemment des difficultés de circulation qui faisaient que j'avais une tension très très forte dans la jambe gauche, à tel point que sur la fin de mon séjour en réanimation, on pouvait même pas effleurer ma peau. Ça me provoquait des douleurs terribles. Même le contact d'un drap, ça n'était plus possible. Donc il a fallu mettre un arceau au-dessus de ma jambe pour que le drap ne touche pas ma jambe, tellement c'était impossible d'avoir le moindre contact. Donc voilà le type de douleur que je pouvais avoir. Ces douleurs-là, la jambe, le cœur, enfin le péricarde, donc c'était des douleurs que j'appellerais paroxystiques et qui heureusement n'étaient pas permanentes. Qui parfois atteignaient des niveaux incroyables et ça a pu être
de temps en temps soulagée par la morphine, mais pas totalement. Voilà. Et à ces douleurs-là s'ajoute une autre douleur généralisée, qui est vraiment une douleur pour moi spécifique de la réanimation. C'est une douleur dans tout le corps, une douleur due à la tension en fait et à l'immobilité forcée, parce qu'on ne se rend pas forcément compte que le corps humain il n'est pas fait pour rester allongé, immobile pendant 10 jours. Enfin voilà, je suis restée 10 jours en réa et évidemment je ne me suis pas levée, j'ai pas bougé. Les seuls mouvements que je pouvais faire c'était éventuellement quand on me tournait sur le côté pour changer les draps sous moi pour faire ma toilette. Et puis éventuellement des petits mouvements de bras, voilà. Mais je bougeais très très peu et ça fait mal. Donc j'étais contractée de partout, tendue de partout. Et ça, c'est une douleur qui n'est pas paroxystique, mais en tout cas, c'est une douleur de fond qui est là tout le temps et qui ne part jamais. Et ça, c'est très difficile d'avoir une douleur, même petite, qui ne nous laisse aucune seconde de répit. Donc ça, évidemment, c'est un inconfort majeur. Et à cet inconfort de la douleur s'ajoute... la température n'est jamais confortable non plus. On a soit trop froid, soit trop chaud, mais c'est jamais comme il faut. Il y a évidemment le manque de sommeil. Moi, j'ai dormi... très très peu dormi en réa, c'est quasiment impossible de dormir de toute façon avec toute l'agitation, toutes les sollicitations, les bruits humains comme les bruits techniques. La soif, effectivement, la sensation de soif, ça c'est très difficile. Donc, ouais, la gorge sèche, et même si on est hydraté par les perfusions, ça ne change rien au fait qu'on a quand même la sensation de soif. Et il y a plein de petits inconforts qui deviennent en fait insupportables avec le temps et avec le fait d'être, encore une fois, dans cette position d'immobilité forcée. Je sais pas, on a la peau qui tire, qui colle, qui suinte, les cheveux gras, le nez qui est blessé par les lunettes à oxygène au bout d'un moment, les yeux qui brûlent. Moi, j'avais les ongles qui étaient tout crado, enfin, tout ça, ça fait partie des inconforts. Je pourrais parler de ça pendant une demi-heure, donc je vais peut-être abréger. Pour essayer de soulager, je crois que la première chose déjà, c'est l'écoute et c'est d'entendre ces inconforts-là. Déjà, c'est très difficile de s'exprimer en réa. C'est dur de prendre la parole. Moi, j'étais dans un état de sidération constant. J'étais choquée par tout ce qui m'entourait. Donc, c'est dur de prendre la parole. Et quand on la prend, souvent, on n'est pas entendu. Parce que comme c'est le service de l'urgence vitale, eh ben, on ne va pas forcément s'occuper des petits détails dont on pense que ce sont des choses pas importantes. Parce que ce n'est pas ça la priorité. Donc parfois j'ai pu quand même m'exprimer, dire des choses, mais on a souvent remis en question mon ressenti. Si je dis j'ai soif, on me répond mais non, vous ne pouvez pas avoir soif parce que vous êtes hydraté par les perfusions. Alors oui, peut-être que j'étais hydratée par la perfusion, mais la sensation de soif elle reste là. Donc par exemple, je sais qu'il y avait une infirmière qui me faisait... qui m'humectait les lèvres avec un gant de toilette. Et puis parfois, je pouvais juste presser le gant de toilette entre mes lèvres pour faire juste couler quelques gouttes d'eau. Ça paraît vraiment pas grand-chose, mais c'est beaucoup, en fait, en réa. Donc ce genre de petites choses. Pareil pour la douleur. Il y a parfois des douleurs qui paraissent comme pas très urgentes à régler parce qu'il y en a d'autres qui sont plus importantes. Une fois, par exemple, j'ai eu un cathéter qui était défectueux et ça se diffusait à côté de la veine, quoi, je sais pas. Et du coup, ça m'a fait très très mal à la main. J'avais vraiment l'impression que ma main allait exploser. Ça paraît surréaliste, mais j'avais vraiment extrêmement mal à la main. Et évidemment, cette douleur-là n'était pas la priorité. Et on a mis énormément de temps déjà à me changer ce cathéter. Et on a fini par m'apporter une bouillotte, juste une bouillotte qu'on m'a mise sur la main. Et la chaleur a quand même pas mal soulagé la douleur. Et on a mis un temps fou à m'apporter ça parce que c'était pas la priorité et qu'on me disait mais non, on m'a quand même dit non, vous n'avez aucune raison d'avoir mal. Voilà, donc je pense que la première piste pour soulager les petits inconforts, c'est déjà de ne pas remettre en question ce que dit le patient ou la patiente. Si une personne dit
j'ai soif, elle a soif, point barre. C'est pas la peine d'essayer d'expliquer, oui, mais là, vous avez des perfusions, vous êtes hydraté, voilà. Si la personne a mal, elle a mal, voilà. Donc déjà, pas remettre en question, ça c'est bien. Et puis, des petites choses. On peut apporter des petits détails pour réconforter. Moi, je sais qu'il y a une infirmière une fois qui m'a fait un shampoing. Ça a été un réconfort énorme. Une autre qui, une fois, m'a proposé de me masser la jambe, qui était très, très douloureuse. Un autre infirmier, justement, c'est lui qui a apporté l'arceau pour que le drap ne touche plus ma jambe. Tout ça, c'est des petits détails qui prennent une importance incroyable en réanimation, parce qu'il y a pas de détails, en fait, en réa. C'est tellement l'enfer quand on est hospitalisé dans ce service que, justement, tous les petits détails de réconfort deviennent très, très importants. Disons que la douceur de ces détails-là, elle est proportionnelle à la souffrance dans laquelle on se trouve. Donc, plus le moment est violent, plus le petit réconfort, la personne qui nous prend la main, qui nous sourit, qui nous aide à nous brosser les dents, et plus ça devient important. Voilà, j'ai parlé pendant très longtemps, mais ça pour dire que les détails n'existent pas et vous pouvez parfois aider un patient avec vraiment pas grand-chose. Voilà. Merci beaucoup pour votre expérience. Je crois aussi que vous avez souffert du manque d'intimité, du manque de respect de votre pudeur, ce qui est, on va dire, habituel en réanimation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et de la même manière, est-ce que vous avez des pistes pour améliorer le vécu des patients? Oui, c'est vrai que l'intimité, oui, c'est un gros sujet à l'hôpital. Après, c'est vrai qu'en réanimation, c'est quand même difficile de toute façon, on est nu tout le temps, quoi. Évidemment, il y a la blouse, mais en fait, on est sans cesse sollicité pour changer un cathéter, changer un pansement, pour faire une échographie. Donc, cette blouse, elle est sans cesse enlevée, quoi. Donc, c'est vrai que c'est de toute façon difficile d'éviter la nudité en réa. Et c'est quelque chose en tout cas, moi, j'en ai pris mon parti en réanimation, parce que je voyais bien que c'était inévitable. Mais peut-être juste pour atténuer ça, simplement le fait d'en prendre conscience, que la personne, elle est nue et qu'elle n'a pas le choix d'être nue, et en plus nue, malade et souffrante dans un état dans lequel, a priori, la personne n'a pas envie de se montrer. On ne se montre pas sous notre meilleur jour en réanimation. On est dans la vulnérabilité, la fragilité la plus totale. Donc juste le fait d'en avoir conscience et d'avoir un regard doux là-dessus, et aussi, oui, voilà, de se rendre compte que c'est pas parce qu'on est quasiment en train de mourir qu'on n'a plus de pudeur. Et c'est pas parce qu'en tant que personnel hospitalier, vous avez l'habitude de voir des corps nus, et voilà, des corps nus, blessés, malades, que le patient, lui, a l'habitude d'être nu devant des personnes inconnues. Juste déjà d'avoir conscience de ça, que forcément votre perception n'est pas la même et que le patient, lui, n'a pas l'habitude, déjà ça, c'est bien. Moi, j'ai souvenir, pour donner un exemple, de la pose de ma sonde urinaire en réanimation. Bon, où il s'est passé quelque chose qui peut arriver, hein, comme c'est la vie, mais les infirmières ont eu un fou rire, en fait, en posant ma sonde urinaire, parce qu'elles n'arrivaient pas à la poser. Voilà. Et moi, je venais de vivre un moment d'une violence inouïe, on m'avait drainé mon péricarde, et il y avait cette arrivée avec toutes ces sollicitations, tous ces gens autour de moi qui, en plus, parlaient en disant on va la perdre, elle est en train de mourir, enfin, tout ça, toute cette violence-là. Le danger avait été écarté momentanément, et donc là, on posait cette sonde urinaire, mais moi, j'étais complètement choquée. Et c'est vrai que pour moi, le rire de ces infirmières a été très violent, parce que je me suis sentie en décalage total. J'ai senti qu'elles n'étaient pas avec moi, en fait. Et alors que bon, en fait, j'en veux à personne. Elles sont fatiguées, elles ont une grosse journée.
un fou rire, elles font leur travail, voilà. Mais c'est vrai que c'était difficile pour moi. Et en plus, j'ai eu une espèce de parano complètement débile, hein, mais de penser qu'elles se moquaient parce qu'elles n'arrivaient pas à mettre ma sonde urinaire parce que j'avais trop de poils. Ce qui est absurde, je m'en rends bien compte. Mais dans ce cas-là, si ça arrive, un fou rire, peut-être essayer quand même de se connecter avec la personne et de dire oh, « Excusez-nous, on est fatigué, on n'en peut plus, on rigole, mais c'est pas à cause de vous. » Voilà, juste le fait d'essayer de se relier à la personne et d'expliquer ce qui se passe. Parce que là, c'est vrai qu'elle riait comme si j'étais pas là. Et c'est ça qui rend la chose très difficile. Donc voilà, peut-être juste, comme la nudité n'est pas évitable, eh ben, peut-être essayer d'en parler un peu, dire bon bah là désolé, je vais voilà, vous allez devoir rester nu pendant un petit moment, enfin voilà, juste en parler. Et puis j'ai aussi le souvenir des nombreuses échographies où en réa c'était souvent fait. Bon, à la fin, je me retrouvais avec évidemment la poitrine pleine de gel. Et j'ai vraiment, mais à chaque fois, on m'essuyait, mais ultra rapidement. Je pense que c'était peut-être une volonté de me rhabiller vite, justement. Mais il y avait un côté où on ne regardait pas et on m'essuyait comme une table, quoi. Et du coup, j'avais encore plein de gel, j'étais poisseuse. Voilà. Ça aussi, c'est des petits détails. On était juste prendre le temps de faire ça avec un peu plus de douceur et parce que les échographies, je pense qu'on en fait beaucoup en réanimation. Moi, on en a fait vraiment beaucoup. Et je sais que vous manquez de temps, hein, mais voilà, en tout cas, peut-être plus de douceur dans les gestes. Voilà. Là, en fait, vous évoquez un peu, on va dire, la dépersonnalisation. L'hypertechnicité qui est inhérente à la réanimation peut donner l'impression de ramener un peu le patient à ses constantes vitales et oublier l'être humain qui est derrière les organes. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça? Quel est le message que vous voudriez faire passer aux soignants qui travaillent en réanimation et qui justement apportent le soin aux organes, mais il ne faut pas oublier que derrière les organes, il y a une personne. Oui, en effet, j'ai souvent eu l'impression d'être un diagnostic avant d'être une personne, et particulièrement en réa, parce que je pense que, en tout cas, moi, j'étais dans un service à la Riboisière où on sentait une grande habitude de s'occuper de personnes sédatées, intubées, voilà, donc qui n'étaient pas forcément conscientes de ce qui se passait. Et j'avais souvent l'impression qu'on oubliait que j'étais consciente. Et c'est vrai que toutes les personnes qui prenaient le temps des choses toutes bêtes, juste dire bonjour, se présenter, expliquer, j'arrive, je dis bonjour, je me présente, j'explique ce que je vais faire. Ben ça déjà c'est beaucoup, parce que ça permet de remettre un petit peu sur un pied d'égalité quand on regarde la personne dans les yeux, qu'on s'adresse à elle et qu'on lui dit bah voilà, je suis un tel, je vais faire ça. On s'adresse un peu d'humain à humain, parce que souvent il y avait souvent on ne s'adressait pas à moi en fait, il n'y avait pas d'adresse. C'était plusieurs soignants, les uns avec les autres, qui parlent entre eux, au-dessus de moi, sans me prendre en compte. Et bon, je pense que ça, c'est aussi une habitude de travail, voilà. Mais c'est vrai qu'à la longue, c'est très difficile parce il y a des moments, moi, j'avais l'impression d'être déjà... soit d'être déjà morte ou alors vraiment d'être une machine, d'être un objet. Et c'est pas... Je vois bien que pour la plupart des soignants, c'était pas malveillant de leur part, c'est juste... question d'habitude, d'oubli, de pas le temps, voilà. Et c'est vrai que toutes les personnes qui justement prenaient le temps de me regarder, ça changeait énormément les choses. Donc voilà, pour moi la clé c'est vraiment le lien, l'adresse, et parfois ça peut se faire sans avoir beaucoup
beaucoup plus de temps, en fait. Je sais que le temps manque, mais le fait de dire bonjour, de se présenter, ça prend pas quand même énormément de, de temps, normalement. Et ça aide. Ça aide beaucoup. Et du coup, comment est-ce que vous caractériseriez la relation soignant-soigné en réanimation du point de vue du patient ? Comment est-ce que vous pourriez la décrire ? Je dirais que quoi qu'il arrive, et quoi que vous fassiez en tant que soignante, soignant, que vous le vouliez ou non, surtout en réanimation, vous êtes un peu en position de force, de pouvoir, parce que de toute façon, vous êtes debout déjà, a priori en meilleure santé que la personne qui est alitée. Bon, vous pouvez aussi avoir vos problèmes de santé de votre côté, mais bon, si vous êtes là, c'est que quand même vous êtes en meilleure santé que la personne alitée. Vous êtes dans l'action, parce que vous faites votre métier. Vous avez aussi un savoir qu'on n'a pas, que moi en tout cas j'avais pas en tant que patiente, le savoir médical. J'en ai d'autres, mais pas celui-là. Donc il y a de toute façon un rapport de supériorité. Et le fait d'être coincé dans l'inaction totale, de n'avoir aucun contrôle sur les événements, d'être en plus dans l'attente de quelque chose. À chaque fois, c'est toujours une attente d'une opération, d'une nouvelle pause de je sais pas quoi, d'un nouveau médicament. On ne contrôle rien. Donc il y a un rapport qui, de toute façon, est déséquilibré. Et en plus, vous faites votre métier. Et moi, en tant que patiente, j'étais vraiment en train de vivre le pire moment de ma vie. Donc déjà, ça accentue encore le déséquilibre. Et donc ce lien-là, ce qui change tout, c'est justement le fait de prendre conscience de ce rapport de déséquilibre, de se rendre compte que la perception du patient n'est évidemment pas la même que la vôtre en tant que personnel hospitalier. Et dans cette position-là, en fait, vous pouvez vraiment parfois avoir des paroles qui vont avoir un impact, ou des paroles ou des gestes, des actes qui peuvent avoir un impact très violent sur la personne, si justement vous ne la prenez pas en compte, que vous ne vous adressez pas à elle. Mais inversement, vous pouvez aussi avoir un impact extrêmement positif. Et ça, c'est bien de s'en rendre compte aussi, de se rendre compte de ce qui est possible, et que, en tout cas, vous n'êtes pas impuissant de ce côté-là. Vous pouvez aussi vraiment soulager la personne. Moi, il y a eu des liens vraiment d'une grande douceur aussi qui se sont faits en réanimation. Beaucoup de délicatesse, paradoxalement, au milieu de toute cette violence. Et ces moments de douceur-là, qui peuvent être apportés par un sourire, par une petite blague, par quelqu'un qui tient la main, par, je sais pas, quelqu'un qui... le shampoing, ou juste quelqu'un qui prend le temps de bien expliquer les choses en regardant, en étant un peu dans un peu plus d'empathie. Cette douceur-là, elle aide non seulement sur le moment, mais aussi après. C'est des choses qui prennent une importance folle par la suite, c'est des choses dont on se souvient. Et moi, je trouve ça fou de pouvoir, au milieu de ces souvenirs extrêmement douloureux, avoir aussi des souvenirs qui m'apportent presque de la joie, en fait. Enfin, je parle tout le temps de ce shampoing, mais franchement, de repenser au plaisir que m'a procuré ce shampoing, c'était peut-être le meilleur shampoing de ma vie. Et même ce massage que m'avait fait l'infirmière, c'est des petits détails qui, encore une fois, ne sont plus des détails. Donc le lien, il est fondamental, en fait, en réanimation particulièrement, parce que c'est, encore une fois, des moments d'une grande violence. Donc on a besoin de ça pour se raccrocher à la vie et à la survie.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Après la réanimation vient le temps de la reconstruction, hein, que ce soit sur le plan physique et puis aussi sur le plan psychique, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre sortie de la réanimation et puis ensuite votre sortie de l'hôpital et les différentes étapes de votre processus de reconstruction? Oui. Alors la sortie de réanimation, on m'a emmenée en USIC, donc les soins intensifs de cardiologie. Et ensuite après je suis en cardiologie tout court, puis dans un centre de rééducation cardiaque. Je suis revenue un peu chez moi, puis après j'ai été réhospitalisée en cardiologie, puis je suis revenue chez moi, puis je suis retournée en USIC, puis en médecine interne. Donc bref, j'ai fait tout un parcours. Tout ça pour expliquer que la sortie de réanimation, c'est pas fini, quoi. Il y a encore un long parcours qui suit derrière. Effectivement, un long cheminement de reconstruction. Je dirais que ce qui m'a aidée dans un premier temps, c'est l'écriture. Puisque dès que je suis sortie de Réa, arrivée en USIC, j'ai commencé à noter de manière très précise tout ce qui m'était arrivé. Et les souvenirs étaient très frais, puisque j'étais encore en Réa à la veille, donc j'avais vraiment... et j'avais observé les choses avec une acuité redoublée, puisque j'étais dans une sorte de concentration, je ne voulais pas lâcher pour pas mourir. Donc j'ai eu une attention décuplée pendant mon séjour en Réa, ce qui m'a permis de bien me souvenir des choses. Donc j'ai tout noté. Et le fait d'écrire, ça a été un peu une sorte de thérapie, parce que comme la parole est difficile à l'hôpital, et que, après ça c'est ma personnalité aussi, je ne suis pas forcément une personne qui s'exprime très facilement, du coup c'est plus facile pour moi d'écrire. Donc ça m'a aidé, le fait de coucher tout ce qui s'était passé sur papier, ça m'a aidé à avancer. Et ensuite, le fait de partager, que le livre soit publié et de pouvoir partager ce vécu avec aussi les personnes qui m'avaient soignée et de me rendre compte que ce partage d'expérience pouvait être utile, ça a été une grande étape aussi. Parce que d'un coup, ça donnait du sens à une expérience qui n'était jusque-là que violence et absurdité et non-sens, justement. Donc ça a été une grande étape. Et également le fait de revoir les soignants de Réa. Ça, c'est une chose qu'on m'a proposée. Alors, il n'y avait pas de consultation post-Réa à la Riboisière. Mais il se trouve que comme j'ai envoyé aux soignants dont je me souvenais, je leur ai envoyé mon manuscrit avant qu'il soit publié. Donc c'est un des docteurs, celui qui m'a posé l'ECMO, qui m'a proposé de revenir, alors pas en réanimation, on était dans une salle de réunion à côté, mais de revenir pour revoir certaines personnes. Ça m'a un peu fait peur au début, j'appréhendais le fait de revoir les gens, et en fait ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que le fait de revoir les soignants, déjà de les revoir en étant debout, ça change tout, parce que d'un coup, on n'est plus une personne qui est en train de péricliter de toutes parts. On est une personne debout qui choisit d'être là. Et donc, il y a un rapport déjà différent, un rapport plus d'égal à égal. Et puis aussi, ça permet de voir les soignants dans un autre contexte, de voir aussi leurs émotions, de me voir en bonne santé, de me voir debout. Ça réhumanise un peu tout ça, tous ces souvenirs très techniques, très cauchemardesques. Le fait de les voir sourire, de les voir rire, de pouvoir discuter avec eux aussi de manière plus détendue, dans un moment qui n'est pas un moment d'urgence, ça fait beaucoup de bien, parce que ça remet l'humain au centre, en fait, et puis ça permet de se rendre compte que... Je me suis dit, tiens, ils sont comme moi. donc ça fait beaucoup de bien. Ça n'enlève pas les souvenirs traumatiques, mais moi, je sais que je faisais beaucoup de cauchemars après la réa, avec
justement qui était peuplée par les soignants de réanimation, et c'était un peu devenu des figures cauchemardesques. Et le fait de les revoir, ça a un peu enlevé ça, ce côté figure cauchemardesque. Je me dis, non, ce ne sont pas des figures de cauchemar, ce sont des gens. Ça a réhumanisé en fait un petit peu l'équipe soignante. Voilà. Et on voit leurs émotions, on voit leur... certes, il y en a qui ont eu des maladresses, qui se sont plus ou moins bien comportés selon les moments, mais justement le fait de les revoir, ça permet d'atténuer tout ça, de se dire oui, mais effectivement ils ont pu être maladroits, mais parce que ce sont des humains, donc l'humain est forcément maladroit. Voilà, à certains moments en tout cas. Une dernière question, si vous pouviez, d'après votre expérience, nous dire en quelques mots ce qui aurait pu améliorer votre ressenti ou votre séjour en réanimation. On a parlé de pas mal de choses, donc les petites passer du temps, réhumaniser un peu le patient. Qu'est-ce que vous pourriez nous, d'après votre expérience, nous conseiller de travailler pour essayer d'améliorer le vécu de nos patients hospitalisés? Eh bien, pour moi, la première chose, c'est déjà de prendre davantage en compte la violence que la patiente ou le patient est probablement en train de traverser. Juste de s'en rendre compte et de se dire, en fait, cette personne alitée devant moi, elle est peut-être là en train de vivre un traumatisme terrible. Donc, juste d'avoir ça en tête, peut-être que déjà ça peut changer la perception des choses et le rapport. Et sinon, c'est ce que j'ai déjà dit, à savoir juste l'adresse et la douceur, vraiment la douceur, parce que on parle trop fort, les gestes sont trop brusques, et je pense que c'est difficile de se rendre compte, parce que moi-même, ça me paraît surréaliste. Là, en étant comme ça, là, je suis libre de mes mouvements. C'est difficile de se rendre compte de la souffrance que c'est d'être alité en réa avec un corps qui a mal de partout. Mais c'est vrai que la perception est amplifiée. Moi, ma perception était amplifiée. Donc, parfois, le moindre geste pouvait être perçu comme brusque. Donc... et toutes les voix étaient trop tonitruantes, la lumière était trop crue, donc juste avoir en tête ce mot-là, douceur, quand on peut, essayer de juste l'avoir dans la tête et se dire, quand on fait un geste, quand on fait un soin, quand on parle, voilà, pour moi c'est ça la clé. Merci vraiment beaucoup, Katia Ganti, d'être venue nous apporter votre témoignage qui est extrêmement précieux pour tous les soignants qui exercent en réanimation. On mesure bien la difficulté que ça peut représenter pour vous de nous reparler de ces événements qui étaient extrêmement traumatisants pour vous. Donc, en tout cas, le comité réanimation vous remercie très chaleureusement de votre démarche. Et moi, je recommande très vivement à l'ensemble des soignants qui exercent en réanimation la lecture de votre livre « Les frottements du cœur ». Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette invitation.